Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous, on a décidé de vous présenter un article qui parle de l'efficacité de la prothèse palatine chez des patients qui, dans le cadre de différents types de dysarthrie, présentent une insuffisance vélopharyngée. Alors, des études précédentes ont déjà prouvé l'efficacité de cette prothèse en ce qui concerne la stimulation musculaire au niveau vélopharyngé, mais il ne s'agit pas d'études très récentes et donc on a décidé de choisir cet article car en tant que futur logopède, nous allons être amenés à choisir le traitement thérapeutique le plus adéquat pour nos patients. Donc pour commencer, on va d'abord faire un bref rappel sur la dysarthrie. Donc il s'agit d'un trouble de la réalisation motrice de la parole qui affecte particulièrement l'intelligibilité. Alors, comme question de recherche, les chercheurs se sont demandé en fait si la prothèse palatine était efficace pour diminuer l'insuffisance vélopharyngée des personnes dysarthriques et donc améliorer l'intelligibilité de leurs paroles. Alors pour ça, ils ont posé chez chacun des participants une prothèse sur un reste de tissu du palais mou et il s'agit en fait d'une méthode de traitement alternative lorsque la chirurgie ou l'obturateur n'a pas fonctionné. Alors ici, on vous a mis une représentation de la prothèse palatine. Donc vous avez ici la première partie en fait qui s'insère au niveau du palais dur et qui est fixée grâce à la dentition. La deuxième partie de la prothèse ici, sert en fait à surélever le palais mou vers l'arrière et vers le haut dans sa position supposée. Alors ici, on a une deuxième représentation de cette prothèse qui est en fait insérée dans la cavité buccale d'un des participants. Donc la photo ici est issue de notre article. Et la partie qui nous intéresse principalement ici est représentée ici sur l'image. Donc, pour cette recherche, les auteurs ont eu recours à 30 participants d'origine arabe et âgés de 8 à 67 ans. Donc, pour participer à l'étude, les sujets devaient avoir une insuffisance vélopharyngée, dit VPI, suite à une maladie neurologique. Donc ceux qui présentaient une VPI en raison de fente palatine ou de déficience auditive ont été exclus de l'étude. Parmi les 30 participants, 12 ont eu un trauma crânien, 11 un AVC, 3 une sclérose en plaques, une personne a une sclérose latérale amyotrophique, une avait la maladie de Parkinson et 2 ont une paralysie pseudobulbaire. Ces derniers ont une dysarthrie spastique. La personne ayant la maladie de Parkinson a, comme vous le savez, une dysarthrie hypokinétique et les 4 autres ont une dysarthrie mixte. Alors, en ce qui concerne le protocole expérimental, les chercheurs ont donc créé une prothèse palatine pour chacun des participants et ils ont récolté des données acoustiques et aérodynamiques dans 2 conditions expérimentales. Donc la première fois avant l'insertion de la prothèse, qui est la condition PLP out, et une deuxième fois directement après l'insertion de la prothèse, qui est la condition PLP in. En ce qui concerne les tâches utilisées, donc les chercheurs ont d'abord calculé un score de nasalité. Pour cela, les participants devaient répéter une phrase, répéter les syllabes pataka et faire un prolongement de voyelle. Ensuite, ils ont évalué la rapidité des séquences de mouvement. Donc, à nouveau, les participants répétaient les syllabes pataka le plus de fois possible et le mieux, en fait, pendant une période de 5 secondes. Ils ont également évalué le débit de parole. Donc, pour cela, les participants répétaient une phrase composée de 7 syllabes dans les 2 conditions expérimentales. Ils ont également évalué la capacité vitale à l'aide d'un spiromètre. Et c'est la quantité de flux d'air la plus importante qui a été retenue. Et pour terminer, ils ont évalué la pression acoustique. Donc, au niveau des résultats, pour la tâche de séquence de mouvement alterné, donc, où le patient devait produire pataka, il y a une personne qui a montré une diminution du nombre de syllabes émises durant 5 secondes. Cette personne n'a montré aucune différence entre les 2 conditions, c'est-à-dire PLP out et PLP in. Et les 22 sujets restants ont montré une augmentation du nombre de syllabes émises après la mise en place de la prothèse. Ensuite, en ce qui concerne la capacité vitale, il est intéressant de noter que tous les participants ont eu une meilleure quantité de flux d'air après la mise en place de la prothèse.
En effet, ils sont passés de 1140 cm3 en PLP out à 1227 cm3 en PLP in, avec la prothèse donc. Puis pour la tâche de débit de parole, les auteurs ont constaté que les participants ont également une augmentation du nombre de syllabes émises. Ensuite, en ce qui concerne le niveau de pression acoustique, la prothèse a également eu un effet positif, puisque les participants ont augmenté, comme vous pouvez le voir, de 3 décibels avec la prothèse. Enfin, en ce qui concerne le score de la répétition de phrases, le score de nasalité a diminué en PLP in. Et vu que l'hypernasalité est le symptôme le plus présent chez les personnes présentant une insuffisance vélopharyngée, nous nous sommes posé la question si ce score a également diminué pour les autres items. Nous pouvons voir sur ce diagramme qu'effectivement, il y a une diminution marquée du pourcentage de nasalité pour les prolongements de voyelles A, U, I, ainsi que pour les répétitions syllabiques. On peut observer que lorsque tous les items sont passés sous le seuil des 30%, alors que par exemple pour la voyelle I, il était à environ 50% sans la prothèse. On remarque aussi que le score de nasalité est plus bas quand c'est une consonne labiale qui est suivie de la voyelle A par rapport à la consonne vélaire. Donc le PA a un score de nasalité plus bas que le K. Et donc, pour les perspectives futures, en fait, on a trouvé qu'il serait intéressant de tester les patients sur une tâche de langage spontané, car en effet, les tâches utilisées dans l'étude ne portaient que sur la répétition de syllabes ou de phrases, et donc on trouve qu'il serait intéressant de savoir en fait si la prothèse a aussi des effets sur une tâche de conversation qui est plus longue, et si elle ne provoque pas un inconfort ou une gêne au patient. On se demande aussi, pour les effets à long terme, en fait, étant donné que les mesures ont été prises directement après l'insertion de la prothèse, on pense qu'il serait intéressant de tester les patients quelques mois après, ou de moins avoir leur retour pour savoir si les effets perdurent. Et de plus, étant donné que les participants de notre étude étaient des locuteurs arabes, on se demande si les résultats peuvent être généralisés aux autres langues. Car, par exemple, les syllabes pataka ou certaines voyelles ne se prononcent pas de la même façon d'une langue à l'autre. Il y a aussi des éléments prosodiques tels que le débit de parole qui varie, par exemple, de l'anglais à l'arabe, les arabes ayant un débit de parole un peu plus rapide. Donc, pour conclure, on a vu grâce au graphe qu'il y a une amélioration significative des 5 mesures lorsqu'elles sont prises en condition de PLP in par rapport à la condition de PLP out. Donc cette étude nous a à nouveau permis de comprendre dans quelle mesure les variations du débit de parole, de niveau de pression acoustique et de nasalité affectent la production de parole. Donc le but thérapeutique dans le traitement de la parole chez un patient dysarthrique doit être d'agir sur ces variations. Avec la prothèse, l'intelligibilité de ces patients est nettement améliorée et cela est constaté par les chercheurs, mais également par les membres de la famille du patient. Donc le take-home message de notre présentation, le message à retenir est que la prothèse palatine utilisée pour des personnes dysarthriques, pour des personnes qui, dans le cas de différents types de dysarthrie, ont une insuffisance vélopharyngée, est un traitement efficace. Merci à tous pour votre écoute. Et avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Merci pour cette présentation. Moi, j'avais comme question de savoir donc, que cette prothèse, est-ce qu'elle risque pas de gêner l'articulation des patients? En fait, au final, c'est vrai que ça va améliorer tout ce qui est respiratoire, de faire un temps maximum phonatoire plus élevé, mais est-ce qu'au niveau articulatoire, vu qu'on rajoute une petite épaisseur au niveau du palais, est-ce que ça va pas être un inconvénient aussi? Moi, je pense que ça risque de gêner au début. C'est comme quand on porte un dentier, un appareil dentaire. Au début, on a des difficultés de prononciation.
Et donc, je pense que c'est quelque chose, une habituation que le patient doit pouvoir acquérir au fur et à mesure du temps. Donc, à mon avis, oui, au début, il y aura des problèmes d'articulation, mais après, je pense que c'est une question d'habituation. Je sais pas ce que tu penses. En tout cas, dans l'article, pour les tâches, ils n'ont pas précisé que ça les gênait, mais c'est pour ça que pour les perspectives futures, on se demandait si dans la vie de tous les jours, dans du langage spontané et tout ça, ça créerait pas peut-être un inconfort ou ils doivent quand même sentir qu'il y a quelque chose, donc une gêne, quoi. Merci. En fait, j'avais une question un peu similaire pour les voyelles nasales. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les voyelles nasales? Parce que vous nous avez montré l'impact sur pataka, mais qu'est-ce qu'il en est de pan, tin, con pour les voyelles nasales? Est-ce que les participants peuvent toujours les prononcer normalement ou est-ce que ça a un impact négatif? Vous voulez dire une fois qu'ils ont la prothèse? C'est ça, oui, avec la prothèse. À mon avis, il doit y avoir une amélioration aussi. Sans la prothèse, à mon avis, ça va être aussi des voyelles qui sont nasalisées, donc comme quand on parle du nez, je suppose. Et s'il y a des effets sur le pataka, à mon avis, ça doit être similaire au... Parce que pour prononcer une voyelle nasale, il faut évidemment que l'air passe dans la cavité nasale. Et donc la question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en empêchant ou en obturant justement le passage de l'air dans la cavité nasale, on va avoir des difficultés à articuler des voyelles nasales? Oui, moi je pense justement qu'ils vont avoir plus de mal pour prononcer ces voyelles-là. Mais ça aurait été intéressant d'avoir du coup les voyelles pataka et qu'ils fassent aussi les voyelles pan avant la prothèse et après la prothèse pour voir qu'il y a peut-être une amélioration pour ces voyelles-là, mais par contre qu'il y a aussi des effets peut-être plus néfastes pour les voyelles nasales. On a un désaccord là. Ouais. C'est intéressant. Il faudra en débattre tout à l'heure. D'autres questions? Alors, je vais juste ajouter quelque chose. En fait, en langue arabe, on n'a pas de voyelle nasale, on n'a pas de P. Enfin, on l'utilise rarement. Il n'y a pas la différence entre le P et le B, par exemple. Pain. Enfin, c'est quelque chose de difficile. Je pense que c'est une limite aussi de l'étude, étant donné que si ce sont des patients arabophones et qui ne parlent pas peut-être le français, déjà leur demander de prononcer des voyelles nasales, c'est pas très pertinent finalement, étant donné que c'est quelque chose de difficile à la base, même pour des patients en contrôle. Et alors la deuxième chose, en fait, je ne vois pas trop bien comment elle fonctionne, la prothèse. Est-ce qu'en fait c'est quelque chose de fixe? Elle reste alors du coup, elle est en élévation tout le temps? Mais on pense que puisque pour les tâches ils ont dû l'enlever et la remettre, vu qu'il y a les deux conditions, on pense qu'ils arrivent quand même à l'enlever et à la remettre assez facilement, mais que... Je pense que oui, la partie qui sert à élever le palais mou, moi je pense qu'elle est fixe et que... Parce que déjà à la base, si elle reste, je veux dire, fixe, elle va déjà gêner un peu l'inspiration. Et je ne vois pas trop bien comment elle influence la capacité vitale. Non, oui. D'accord. Je pense que c'est intéressant, on pourra en débattre un peu plus tard, ensemble, peut-être à la pause café. Moi, j'avais une dernière question, je pense, qui est intéressante pour tout le monde, c'est, à votre avis, à quel moment est-ce que l'on réfléchit à proposer à un patient une prothèse? Donc, dans la prise en charge thérapeutique, est-ce que vous proposez de conseiller au patient la mise en place d'une prothèse immédiatement pour augmenter l'articulation, l'intelligibilité, la qualité de vie? Ou est-ce que vous pensez qu'on met une prothèse uniquement en dernier recours lorsque différentes tentatives thérapeutiques comportementales ont échoué? Est-ce que vous pensez que la meilleure solution, c'est de trouver un juste milieu? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que la prothèse est plutôt en dernier recours, vu qu'on a dit que c'était le traitement alternatif. Peut-être, voir aussi ce que le patient veut. Par exemple, s'il ne veut pas du tout de chirurgie, du coup, ce sera peut-être la prothèse qui sera la plus efficace. Mais normalement, la prothèse n'est pas censée être le premier choix. Ok, très bien. Merci beaucoup.